Est-ce que ça veut dire que les jeunes passent à l'acte plus tôt? Eh bien, les données disent que non. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut penser que les coudons sont plus, on va dire, déniaisés. Puis là, ils en parlent plus ouvertement, donc ils passent plus à l'acte rapidement. C'est faux. Donc, c'est un mythe. C'est vraiment, mais d'en parler avant va faire en sorte qu'il va y avoir des comportements responsables quand le moment va arriver. Je comprends. Les gens, des fois, vont dire on veut pas en parler, on veut pas inciter à. Il y a plein de choses qu'on fait, même si on n'est pas incité à. Si on offre vraiment, bon, oui, il y a des risques, mais il peut y avoir des bénéfices. Si on est prêt à avoir, ça ne va pas inciter quelqu'un à avoir une sexualité précoce parce qu'on a parlé. Entre le matériel qu'on a d'habitude pour l'éducation à la sexualité, où c'est des schémas d'organes reproducteurs, tu sais, genre on voit les trompes de Fallope, l'utérus, etc. Quand on voit ces schémas-là, on n'a pas du tout la même discussion que quand on voit un clitoris. Parce que là, c'est comme, on parle pas de la même chose. Là, on peut juste parler comme de plaisir, puis de satisfaction, puis de terminaison nerveuse. Je vais peut-être commencer par un petit historique. Il y avait des cours d'éducation à la sexualité qui étaient associés avec le cours de FPS, qui a disparu en 2000 à peu près. Puis, de 2000 à 2018, c'était propre aux commissions scolaires de décider s'ils continuaient de quelle façon ou non. Alors, il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas reçu d'éducation à la sexualité. En fait, c'est une génération au complet, on s'entend, qui n'a pas reçu d'éducation à la sexualité ou une éducation à la sexualité non complète ou qui était désuet parce que c'était le même programme qu'avant. Alors, c'est très variable ce que les gens ont reçu. En 2018, ils ont repris les cours d'éducation à la sexualité sous un volet cours d'éducation à la sexualité. Il y a plusieurs volets, c'est encore ce qui se donne maintenant. Avec la pandémie, il y a certaines choses qui ont dû tomber. Ça, c'était, j'imagine, le choix. Il était censé, en 2020, ils ont mis ça de côté. Il était censé reprendre en 2021, puis rattraper ce qui avait manqué. En fond, avant 2001, on avait le cours, bon, ça ne nous rajeunit pas, là, FPS, Formation personnelle et sociale. Puis après ça, il y a eu la réforme, dans le fond, de l'éducation, la réforme au niveau des programmes. Puis à partir de là, on a dit que, bon, l'éducation à la sexualité, ça appartenait à tout le monde. Mais quand ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Donc, effectivement, il y a eu comme une cohorte où qu'ils ont eu peut-être un trou au niveau de l'éducation à la sexualité. Puis là, après ça, bien, effectivement, la santé publique a fait « Oh! » On voit qu'effectivement, le filet de sécurité pour les élèves, il était plus mis en place nécessairement, puis ils voyaient des comportements ou des problématiques surgir, d'où le ministère qui retravaillait au niveau là, des contenus qu'on dit obligatoires en éducation à la sexualité pour assurer au moins la base, puis le filet de sécurité pour les élèves. Donc, à partir de 2018, en fait, on a eu l'implantation des contenus obligatoires. D'être axé seulement sur la prévention, ce que ça dit, c'est que la sexualité, c'est dangereux. Il y a un risque. Je comprends. Les gens, des fois, vont dire on veut pas en parler, on veut pas inciter à. Il y a plein de choses qu'on fait, même si on n'est pas incité à. Si on offre vraiment, bon, oui, il y a des risques, mais il peut y avoir des bénéfices. Si on est prêt à avoir, ça ne va pas inciter quelqu'un à avoir une sexualité précoce parce qu'on a parlé de... On choisit aussi quand on donne ce genre d'atelier, on ne donne pas ça aux primaires. On choisit pour que ça vienne précéder, par exemple, le développement qu'on va qualifier comme plus typique pour avoir l'information avant que ça se produise. Mais de qualifier la sexualité comme étant dangereuse, on dit « mais c'est dangereux, c'est tabou, il ne faut surtout pas en parler ». Alors, protège-toi, puis s'il y a quelque chose qui arrive, c'est ta responsabilité. Ça offre peu de support par la suite. Quand on parle de prévention, c'est important d'y aller avant qu'il puisse y avoir. Donc, c'est sûr que c'est favorable d'en parler plus tôt. Est-ce que ça veut dire que les jeunes passent à l'acte plus tôt? Eh bien, les données disent que non.
Donc, c'est vraiment intéressant. On peut penser que les coudons sont plus, on va dire, déniaisés. Puis là, ils en parlent plus ouvertement, donc ils passent plus à l'acte rapidement. C'est faux. Donc, c'est un mythe. C'est vraiment, mais d'en parler avant va faire en sorte qu'il va y avoir des comportements responsables quand le moment va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler secondaire 2, on va revenir secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Donc, on continue, dans le fond, au niveau de cette prévention-là. Puis, c'est sûr qu'on dit, effectivement, bien, le message, c'est il n'y a aucune presse, là. C'est pas un concours, hein, de qui va faire quoi. Puis la pression sociale, quand il dit « Ah, moi, je l'ai déjà fait, non, non, non », mais de dire « Prends ça à double mesure parce que l'apparence est importante, de faire partie d'une gang à cet âge-là aussi. Donc, c'est pas parce qu'ils le disent qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont réellement fait non plus. Donc, si on vient, on en discute, puis on en parle, puis dire « Bien, finalement, c'est quelque chose de personnel. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir qui a fait quoi, là? » Je pense que non. Donc, à ce moment-là, c'est de se respecter, de respecter l'autre, d'aller à son rythme et de se faire respecter dans ses choix aussi. Il y a encore plusieurs questionnements de jeunes qui arrivent avec des questions des fois qui nous laissent perplexes de « Ah, OK, j'avais jamais fait ce lien-là » par manque d'éducation. Une génération au complet sans éducation à la sexualité, puis ça serait les milléniaux, là, c'est quand même beaucoup. C'est les gens qui, en ce moment, ont des enfants ou qui vont en avoir, ou qui en auront peut-être pas, mais c'est la prochaine génération, j'espère, va avoir plus d'accès à l'information, j'imagine. J'espère qu'ils vont avoir la bonne information. C'est qu'au primaire versus secondaire, c'est pas la même manière de procéder. Au primaire, c'est vraiment les titulaires. Ça veut dire titulaires, c'est les enseignants qui sont principaux, là, qui sont associés à une classe, qui vont dispenser des contenus obligatoires. Pourquoi ce sont les enseignants? Parce que c'est la figure de confiance. Ils sont toujours disponibles dans la classe. Donc, ça évite effectivement de dire, bien, je te parle de quelque chose, mais si tu as un besoin, une question qui arrive plus tard, bien, je suis plus là. Donc, si c'est moi qui l'ai fait, par exemple, là, ça ne répond pas aux besoins des jeunes. Donc, c'est pour ça. Il y a l'infirmière scolaire qui va venir faire l'aspect puberté au niveau plus des hormones, de développement au niveau biologique en 5e année. Mais pour le secondaire, pour l'instant, en fait, ce sont des comités, donc une personne par niveau, un enseignant par niveau, qui s'assure que les contenus soient vus, mais là, c'est ouvert. Ça peut être, exemple, par la littérature qu'on traite d'un sujet en français ou dans une autre école secondaire, c'est en arts plastiques qu'ils vont le traiter parce qu'ils vont traiter de l'image corporelle, ils vont faire un miroir, ils vont faire quelque chose comme ça, puis ils vont en parler de ça, de l'image corporelle, de l'importance que ça a à l'adolescence, puis d'être sensibilisé. Mais ça peut passer par différentes avenues. Donc, c'est pour ça que chaque école a un comité qui vient établir là, dans quel cours va se donner quoi, mais l'objectif, c'est que tous les contenus soient donnés. La manière est moins uniformisée, je pourrais dire, qu'au primaire, parce qu'ici, dans le centre de service scolaire de Portneuf, on a des cartables pour aider, pour pister sur les animations, pour s'assurer d'avoir la bonne posture, de ne pas aller trop loin et de répondre aux besoins. Oui, donc en fait, mon nom c'est Magali, puis je suis la personne qui suis en arrière du projet Sex-Ed+, donc qui existe depuis 4 ans à peu près, je pense, c'est depuis 2008. Et donc l'objectif du projet, en fait, c'est de documenter les génitalités, puis de faire des outils pour les professionnels de la santé puis de l'éducation à la sexualité. Parce que, aussi surprenant que ça paraisse, ça n'existait pas. Et donc, on enseigne la sexualité et les anatomies sans avoir de modèles génitaux. Donc, ça reste quelque chose de très abstrait. En 2016, le premier modèle de clitoris est sorti. Ça, c'est le deuxième modèle. Et en fait, ça a été fait par une chercheure qui, comme moi et comme beaucoup d'entre nous, bénévolement, a passé 1 an de sa vie pour créer la première modélisation de clitoris en 2016. On s'entend, c'est pas il y a... Et en fait, ça a vraiment ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on s'est rendu compte à quel point on manquait de connaissances puis à quel point on manquait d'outils. Et donc, le clitoris était disponible en impression 3D, libre de droit. Donc, moi, j'ai été l'imprimer. Et c'est absolument formidable comme outil parce que ça permet, en fait, d'avoir entre le matériel qu'on a d'habitude pour l'éducation à la sexualité, où c'est des schémas d'organes reproducteurs, tu sais, genre on voit les trompes de Fallope, l'utérus, etc. Quand on voit ces schémas-là, on n'a pas du tout la même discussion que quand on voit un clitoris. Parce que là, c'est comme, on ne parle pas de la même chose.
Là, on peut juste parler comme de plaisir, puis de satisfaction, puis de terminaison nerveuse, puis de comment... Parce que là, j'ai fait un outil sur comment le clitoris s'intègre dans la vulve, qui est vraiment intéressant, parce que c'est pas tout. Il faut savoir à quoi ressemble un clitoris, il faut savoir où ce qu'il est. Souvent, les jeunes sont invités ou vont se découvrir eux-mêmes avant d'avoir une relation sexuelle. Puis dans les recherches qu'on voit, c'est que les jeunes garçons vont souvent, leur première expérience sexuelle va être à travers la masturbation, tandis que les adolescentes ou les jeunes femmes même, leur première expérience, c'est avec un partenaire. Alors, après, au niveau de l'épanouissement, au niveau de la sexualité, comment dire ce qu'on aime si notre seule expérience est avec autrui, c'est un peu plus difficile. On parle de masturbation, mais on parle plus au niveau du secondaire de ce terme-là. Avant ça, on parle d'autostimulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une découverte de sens. Puis à cet âge-là, ce n'est pas du tout érotisé. C'est vraiment avec l'avènement des hormones que là, tout d'un coup, l'attrait sexuel, la compréhension au niveau de l'érotisme va arriver. Donc, c'est un peu de cette manière-là qu'on l'aborde. Et quand on voit, puis des fois, il y en a qui me disent « ben voyons donc, la masturbation au primaire, ça se peut pas. » Eh bien oui, puis surtout, on pense au préscolaire, dans la sieste. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une découverte de sens. Donc, il ne faut pas le voir comme alarmant. C'est de la curiosité. Ils ont découvert, dans le fond, que c'est plus sensible à certains endroits et agréable, tout simplement, mais ce n'est pas du tout en lien avec un acte sexuel quelconque. Il ne faut pas l'associer directement. Donc, on y va comme ça, oui. Donc, en éducation à la sexualité, c'est sûr que c'est quoi exactement les contenus? Eh bien, du préscolaire jusqu'à la 5e secondaire, il va y avoir les mêmes types de thèmes qui vont revenir, mais on va aller un petit peu plus loin à chaque fois. Donc, par exemple, préscolaire qui est facultatif. En fait, certains enseignants vont le faire parce que ça ressort, hein? On ne peut pas dissocier la sexualité dans le fond, de notre sphère développementale, puis dire, bien, on met une pause de 7 heures le matin à 18 heures, puis on n'en parle pas. Donc, ça va émerger. Donc, au préscolaire, par exemple, il y a beaucoup de curiosité au niveau de grossesse et naissance parce qu'ils sont vraiment, ils voient des bédaines dans leur quotidien, ils posent des questions, c'est comment ça se fait un bébé, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on ne va pas aller dans la mécanique, on va aller dans le développement à l'intérieur de l'utérus. Donc, effectivement, on va répondre à certaines questions parce qu'ils sont curieux, ils sont rendus là. Et dans le fond, ça se transpose dans leur jeu. Donc, souvent, ils vont mettre le bébé à l'intérieur de leur chandail, puis là, tout d'un coup, ils vont faire, bon, avec le médecin, un accouchement, ils vont le simuler. Donc, à ce moment-là, effectivement, on va parler du développement, puis suite à ça, on continue à se développer. Donc, de mettre l'emphase sur notre corps, eh bien, ça nous rend plus forts, donc, à chaque étape. Donc, c'est un petit peu ça. On va parler aussi de toute la connaissance au niveau des noms des parties du corps. Pourquoi? Parce que c'est prouvé, en fait, que si on aborde ces noms-là, dans le fond, les bons termes, ça fait en sorte qu'ils sont moins vulnérables. Donc, il y a eu une étude qui a été faite auprès des agresseurs d'enfants et ce qui a été ressorti, c'est qu'ils n'allaient pas vers les jeunes qui connaissaient les bons termes. Donc, à ce moment-là, effectivement, si on connaît les bons termes, bien, ça fait comme une mesure de protection pour l'enfant. Donc, c'est sûr qu'on est dans un milieu d'éducation. Donc, si on dit zizi, on y va avec d'autres mots, bien, nous, on va recorriger le terme pour être sûr et certain que ça soit bien compris. Puis, en même temps, on va parler de ce qui est privé et public. Donc, de dire, bien, écoute, qu'est-ce qui est en dessous de tes sous-vêtements? C'est personnel, c'est privé. Donc, à la salle de bain, on ferme la porte, etc. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on va enseigner, qu'on va éduquer au préscolaire, par exemple. Puis là, à fur et à mesure qu'on grandit, bien, on vient répondre là, à différents besoins. Si on parle de stéréotypes, par exemple, ou normes sociales, en 3e année, avec l'univers social, on va un petit peu dans l'historique, puis on dit, bien, de où ça vient, ces fameux stéréotypes-là? OK, donc là, ce qu'on a ici, en fait, c'est le kit de base, en fait, pour l'éducation à la sexualité. Donc, c'est des corps cis puis non-binaires. Donc, dedans, on a 2 pénis,
qui sont pas en érection. Donc, il y en a un qui est circoncis, l'autre qui n'est pas circoncis. Donc, ça permet de voir, en fait, les différences de la circoncision. Puis, un pénis de taille moyenne en érection qui est le même que celui-ci. Donc, il permet de faire les démonstrations de pose de condom, etc., sans avoir un modèle qui est intimidant, parce que souvent, les gens vont avoir recours à des modèles de sex shop. Puis comme l'objectif des modèles de sex shop, c'est le plaisir et non pas l'éducation, ça peut être des modèles qui sont de taille beaucoup plus impressionnante, en fait, surtout pour des jeunes, en fait. Donc, ça peut ne pas représenter la réalité de la majorité des gens. Et après, donc là, il y a le kit de 5 vulves. Donc, qui montre en fait comme la diversité de vulves. J'ai un autre kit de 5 vulves qui s'en vient, mais avec 5, c'est comme on voit déjà la grande diversité qui existe. Le silicone que j'utilise, en fait, a une durométrie qui est différente. Donc, les organes qui sont comme au repos ont une texture différente que les organes qui sont en érection pour vraiment comme reproduire en fait le toucher réaliste de à quoi ça ressemble des organes. Donc, le pénis que tu as entre les mains en ce moment, c'est en érection, n'a pas la même texture et la même dureté, en fait, que les pénis qui sont pas en érection. Donc, ça, c'est vraiment spécifiquement pensé pour les personnes qui ont un apprentissage tactile, en fait, des corps et des anatomies. Ha! À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de vrai, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, Aux pupitres alors quelque chose changea. L'école buissonnière n'eut plus jamais un chat, et les pauvres marchands de bonnets d'âne connurent tout à coup la faillite, le crash. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1h indue, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur de l'académie, de l'école en dépit de son palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex aequo, À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe,
dans les films, à la télévision, sur l'Internet, les jeunes sont exposés de plus en plus jeunes aussi à la sexualité, puis à différents gestes et actes dans la sexualité. Donc, d'être informé plus jeune des comportements responsables, ça vient contrebalancer? Bien, c'est sûr, mais là, quand on voit effectivement là, avec les Netflix et tout ça, tu sais, comme si on n'a pas de contrôle parental, effectivement, ils pourraient tomber sur des choses, mais au niveau des réseaux sociaux aussi, sur Internet, on peut trouver facilement, on dit qu'on peut tomber sur de la pornographie accidentelle à partir de l'âge de 8 ans. Maintenant, avec la pandémie, ça s'est avancé à 6 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde avait accès à un appareil de manière semi-autonome parce que les parents devaient travailler. Les enfants étaient plus, dans le fond, sans supervision parentale. Et là, bon, je fais une recherche sur, j'aime bien dire, la femelle du cochon. Et je tape cochonne, qu'est-ce que je tombe sur quoi? Donc, c'est accidentel. Donc, effectivement, ils peuvent être exposés à certains gestes, à certaines images aussi, d'où l'importance d'en parler, d'avoir un milieu où est-ce qu'ils peuvent en parler de ça. Parce que s'ils comprennent que c'est tabou puis qu'ils ne peuvent pas en parler, bien, ils restent avec ces images-là. Puis qu'est-ce que ça va construire par la suite au niveau de leur identité ou de leur décision? Mais c'est là que, dans le fond, on veut éviter ça. Là. Il faut, puis tu sais, je le conseille aux parents là, de l'aborder. Vous voyez, vous avez une télésérie, vous voyez des gestes qui sont hyper sexualisés, d'en parler, de dire hey, « Qu'est-ce que tu en penses de ça? » Toi, ça fait quoi quand tu vois ça? Tu sais, puis il y en a qui vont faire ça de même. Ouais. Donc, oui, effectivement, ils sont curieux. Mais s'ils ne voient pas qu'il y a un endroit pour en parler, mais ils vont rester avec des conceptions qui sont peut-être erronées aussi. Là. Donc, c'est important. Surtout d'avoir un endroit qu'on puisse en parler au niveau de la pornographie au secondaire, par exemple, parce que, bon, c'est tabou. Tu sais, il y en a quelques-uns qui pourraient tomber dans le piège de dire c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, bien, mythe, réalité. La pornographie, c'est un film, dans le fond, c'est une production. Il y a des caméramans, il y a une équipe de tournage, il y a une amplification, il y a une mise en scène. Il y a comme énormément de choses. C'est comme un film de fiction pour adultes. Donc, est-ce que vous êtes nécessairement le public cible? À faire attention. Donc, c'est important de mettre ces précautions-là afin qu'ils ne puissent pas intégrer, là, puis de dire hey, « moi, il faut que je performe comme ça, puis c'est ça qui est entendu de moi. » Non. Donc, on ramène à dire bien, une relation, en premier, on prend soin l'un de l'autre, puis on évolue là-dedans, puis il n'y a pas de barème, puis il n'y a pas de performance à y avoir. C'est vraiment plus au niveau de la relation qu'on va construire là. Si jamais ils sont exposés au niveau de la pornographie, il faut savoir que, 12 ans et moins versus au secondaire, ça ne sera pas la même stratégie. Tout va dépendre de comment l'enfant se sent aussi, s'il a été forcé si c'était accidentel. T'sais, on a aussi des collaborations au niveau du directeur de la protection de la jeunesse, Fondation Marie-Vincent, pour voir, il peut y avoir différentes trajectoires qu'on pourrait dire, mais on va impliquer aussi engager le parent dans ça, exactement, pour, soit contrôle parental, mais faire un retour, puis veiller à son bien-être. Comment il se sent par rapport à ça? Y a-t-il des questions? Puis on va revenir recadrer, mais est-ce que tu as vu, là, tu sais, clairement, c'était de la sexualité adulte. Est-ce que tu es rendu là présentement, toi? La réponse, c'est non. Mais si tu as des questions ou quoi que ce soit, on va pouvoir y répondre. Mais tu sais, chaque chose en son temps aussi, on ne va pas trop devancer. L'idée, en fait, c'est de vraiment créer une base de données sur les génitalités, donc qui représente la diversité de ce qui existe. Donc, il y a une partie du projet qui consiste à faire des outils concrets, manipulables pour les professionnels. Puis, une autre partie du projet sur laquelle je travaille en ce moment, c'est de créer une base de données en ligne qui soit accessible par tout le monde et donc où on peut aller voir à quoi ça ressemble la vulve d'une femme 3 mois après son accouchement vaginal versus avant son accouchement vaginal. Et donc, tous les organes vont être disponibles en 3D. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de créer une encyclopédie génitale, en fait, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est sûr que, tu sais, d'en parler, puis c'est peut-être là avec les parents de voir c'est quoi le bienfait d'en parler,
les recherches démontrent de toute manière que d'en parler, c'est faux de croire que ça va inciter les enfants à avoir une sexualité plus précoce. Donc, d'en parler, c'est vraiment juste au niveau de les rendre moins vulnérables. On veut les outiller, qu'elles puissent prendre des décisions éclairées. Donc, si moi, je ne suis pas au courant, ben comment est-ce que je peux assurer ma propre sécurité au niveau de la santé ou même au niveau de qu'est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire. Donc, à ce moment-là, ça vient rebaliser, puis on vient d'en parler comme ça, c'est important, mais que, en fait, nos valeurs, quand même, peuvent demeurer, même si on en parle. On va un petit peu là-dedans. Là.